Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo concernant l'Olympique lyonnais. Alors, un week-end évidemment très intéressant puisque l'OL va jouer deux matchs aux Pays-Bas. Le premier match contre Willem II, donc cet après-midi à 16 heures. Ce match sera diffusé sur l'OL Play mais également sur Canal+ Sport. Et dimanche, donc demain, contre le Feyenoord, 16h45, là aussi OL Play et Canal+ Sport. On notera également, et c'est une bonne nouvelle, qu'il y aura un entraînement ouvert au public mardi 26 juillet, donc à 18h. Donc si vous êtes sur Lyon, n'hésitez pas à aller voir ça, c'est toujours intéressant. Peut-être que cet entraînement sera également diffusé sur la chaîne YouTube de l'OL et sur l'OL Play à suivre. Alors dans la vidéo du jour, je voudrais évoquer un certain nombre de sujets qui sont pour moi des sujets d'inquiétude ou d'interrogation, puisque désormais on va dire le 11 majeur de l'équipe est quasiment connu. On a eu peu de départs par rapport à ce qui était attendu, quelques arrivées, on va dire, intéressantes. Mais malgré tout, eh bien, on est à 2 semaines de la reprise du championnat. Et il reste 2 vrais matchs amicaux, puisque Willem II, finalement, ce sera l'équipe B qui va jouer ce match. Et donc l'équipe A, telle qu'elle devrait être, jouera le Feyenoord et l'Inter Milan donc, la semaine prochaine. Mais je trouve qu'il y a un certain nombre de sujets qui, moi, m'inquiètent un peu. Quand je dis un peu, c'est éventuellement beaucoup. Et donc je vais les lister. Alors le premier sujet, c'est le système de jeu. Peter Bosz est un adepte du 4-3-3 et c'est ainsi que visiblement il veut faire jouer l'équipe cette saison. Alors moi le 4-3-3, je le dis tout de suite, c'est vraiment pas mon système favori. Je préfère quand même le 4-2-3-1. En plus je pense qu'on a un effectif qui se prête parfaitement au 4-2-3-1. La vraie différence entre le 4-3-3 et le 4-2-3-1, c'est que dans le 4-2-3-1 vous allez avoir un créateur au milieu de terrain. Donc on peut évidemment penser à Lucas Paqueta, mais ça peut être Romain Fèvre ou Ryan Cherki. Alors que dans le 4-3-3, et notamment le 4-3-3 que veut Peter Bosz, vous avez une sentinelle, 2 numéros 8, et ensuite les 3 attaquants. Alors moi, ce système ne me plaît pas tellement, je le trouve assez inefficace, et en plus je pense qu'on n'a pas vraiment les joueurs adéquats pour ce style de jeu. Néanmoins, Peter Bosz veut réaliser ce style, surtout pour des raisons de pressing, puisqu'il explique que le pressing se fait par l'utilisation de triangles de joueurs et que le 4-3-3 avec une sentinelle est selon lui le meilleur système pour réaliser ce type de pressing. Alors bon, vous savez peut-être, Peter Bosz considère que le pressing haut, le contre-pressing, donc qui vise à récupérer la balle en 5 secondes, sa fameuse règle des 5 secondes, finalement fait que vous n'avez pas vraiment besoin de créateur puisque vous allez récupérer le ballon très haut et tout de suite mettre la pression sur l'adversaire. Alors ça sur le papier, bon, pourquoi pas, mais après dans la réalité c'est toujours plus complexe. D'ailleurs, la saison passée, donc il y a 1 an exactement, Peter Bosz était parti exactement avec ce même type d'idée. Donc 4-3-3 durant la préparation. Si on se souvient bien, les résultats n'avaient pas été vraiment probants. Donc on le voit ici. Face à Villarreal, nous avions fait 2-2. Alors certes 4-1 face à Wolfsburg, mais bon, Wolfsburg, c'est pas spécialement un cadre de Bundesliga. Et ensuite, on avait pris 3-2 face au Sporting. Et on avait pris un horrible 5-3 face à Porto. Premier match de la saison donc contre Brest à domicile. Et qu'est-ce que propose à nouveau Peter Bosz? Eh bien un 4-3-3 ici. Vous voyez comme il était articulé. On avait donc Lukeba déjà et Marcelo en défense centrale. Dubois à gauche, donc c'était avant l'arrivée d'Emerson.
et Gusto à droite, avec Aouar, Mendes et Cacré. Mendes est une sentinelle, donc c'était pas tellement un souci. Toko Ekambi à droite, et on avait sans doute oublié Ryan Cherki à gauche, et Moussa Dembélé en pointe. Bon, résultat final 1-1. Si on se souvient bien du match, un match extrêmement médiocre, où on a eu très peu d'occasions de but. Et à mon avis, très peu d'occasions de but, notamment parce que ce milieu de terrain-là, notamment avec Mendes et Cacré, manquait beaucoup de créativité. Comme Cherki n'est pas vraiment un ailier et surtout pas un ailier gauche, Moussa Dembélé recevait sans doute très peu de ballons. Donc ce système n'a pas du tout fonctionné, et si je me souviens bien du match, Brest a eu une séquence où ils ont 2 ou 3 occasions de suite, et c'est à cause de leur maladresse qu'ils ne prennent pas l'avantage. Donc 4-3-3 lors de ce premier match. Ensuite, le match qui, moi, m'a fait considérer que la saison allait être catastrophique, le fameux match à Angers, où là, à nouveau, nous sommes en 4-3-3. Alors cette fois, c'est Slimani, grande idée de Peter Bosz, Slimani ailier. Ce qui est vraiment, je crois, la pire décision qu'on ait jamais prise dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Pourtant, on avait un milieu créatif avec Paqueta, Guimarães et Aouar. Mais résultat calamiteux, 3-0. Il y a un pressing haut, certes, mais des défenseurs qui jouent à 50 ou 60 mètres de leur but. Et un Mohamed Ali Chaud qui lui s'était régalé avec des ballons dans la profondeur. Bon bref, c'était n'importe quoi. Et dès le troisième match, donc face à Clermont à domicile, Peter Bosz changeait de système en 4-2-3-1, ce qui à mon avis était beaucoup plus équilibré, puisque vous aviez donc Guimarães et Cacré à la récupération. Là, donc Aouar en numéro 10, ça c'était peut-être pas la meilleure chose, mais bon. Paqueta et Toko Ekambi, Dembélé sur le front de l'attaque, avec donc un créateur, et ça à mon avis c'est un système qui était beaucoup plus cohérent. Alors vous vous souvenez sans doute du match 3-3, on va dire c'était très flatteur pour Clermont, même s'ils avaient eu avec Bayo une dernière occasion qui leur aurait permis de gagner le match, mais c'est plutôt Lyon qui s'est sabordé dans ce match en ne tuant pas le match. Mais en tout cas bon, là il y avait eu des occasions. Je rappelle que dans les 2 premiers matchs, on avait mis 1 et 0 but. Donc non seulement défensivement on était nul, mais en plus en attaque il ne se passait rien. Donc vous voyez, Peter Bosz avait mis 2 journées avant d'abandonner son 4-3-3 pour passer à un 4-2-3-1 qui était beaucoup plus cohérent par rapport aux qualités de l'effectif. Donc en ce début de préparation, Peter Bosz repasse avec un 4-3-3. Alors on pourra dire que Lyon a largement dominé Kiev, mais bon, pour moi, dans ce match-là, Kiev m'a paru extrêmement fatigué lors du deuxième match. Donc bon, rappelons aussi qu'avant que les jeunes entrent dans le match, il y avait seulement 1-0, c'était pas non plus totalement fantastique. Et évidemment, la rouste encaissée à Anderlecht, avec pourtant un effectif, on va dire, haut de gamme, puisque Paqueta, qui avait été mis sur le côté dans les 2 premiers matchs, cette fois était sur le terrain. Et donc 3-0, très peu d'occasions, contrairement à ce que dit Peter Bosz, qui comme toujours voit des occasions là où il n'y en a pas, puisque lui il dit qu'on a eu la possession, ce qui est peut-être vrai vu qu'on n'a pas les stats, mais alors en termes d'occasions, on a eu beaucoup d'occasions, on n'a pas eu beaucoup d'occasions, on a eu une occasion, c'est le tir de Lacazette, et c'est tout. Alors la grosse différence entre le 4-3-3 de l'année dernière et le 4-3-3 de cette année, c'est que le 4-3-3 de l'année dernière, effectivement, il était très offensif, puisque ici on avait soit Aouar, soit Paqueta, et donc on avait essentiellement Cacré et Guimarães. Donc c'était un 4-3-3 très offensif, où effectivement on avait beaucoup de joueurs pour aller presser haut, mais après il y avait un peu un no man's land, puisqu'il n'y avait pas de sentinelle. Et comme nos défenseurs défendaient à 50 ou 60 mètres, tous les ballons dans le dos, évidemment, généraient des occasions quasi constantes
Pour l'adversaire, donc Peter Bosz cette saison fait à nouveau avec un 4-3-3, mais un 4-3-3 différent, puisque certes il a mis Paqueta lors du dernier match, on a vu que ça n'a pas marché. Il va sans doute remettre Paqueta dans le match de ce week-end, c'est pas sûr, mais disons que c'est possible. Mais c'est qu'il veut jouer avec une sentinelle. Alors effectivement, les fameux triangles pour aller faire du pressing, peut-être que ça marche mieux. Mais par contre, avec Cacré et Tolisso, vous allez vraiment manquer énormément de créativité. Même si Tolisso, c'est un milieu de terrain qui est porté vers l'attaque, Cacré, je suis désolé, il n'est pas bon du tout dans ce registre-là, alors que ici, devant la défense, il serait parfait. Donc là, pour moi, c'est déjà un premier signe d'inquiétude. Je pense que ce système 4-3-3 va manquer de créativité. Alors certes, maintenant, on a un vrai ailier à droite et on a Toko à gauche pour alimenter Lacazette, mais bon, Lacazette, c'est quelqu'un qui décroche énormément. Et donc, je vois un risque où on va alimenter nos ailiers, mais souvent, on va manquer de présence dans la surface, alors que quand on a un Paqueta ou un Fèvre qui pourrait être plus haut, si Lacazette décroche, l'autre joueur peut jouer plus haut et donc apporter davantage de danger. Donc comme je l'ai dit, Peter Bosz, lui, il dit oui, mais si on récupère la balle haut, tout de suite, ces joueurs-là vont avoir des opportunités de marquer. Alors bon, Tété, c'est pas un buteur, c'est un joueur qui est très collectif, mais c'est pas un buteur. Toko Ekambi, alors il peut mettre des buts, il peut faire des passes, mais il rate quand même beaucoup. Donc finalement, on se retrouve seulement avec Lacazette pour marquer des buts. Il ne faut pas compter sur Cacré pour mettre un but puisqu'on n'a jamais mis. Tolisso peut en mettre, mais ça va être surtout des tirs à 20-25 mètres. Le Penant, donc lui, il joue très bas, on ne va pas lui demander de marquer des buts. Alors que si vous avez ici un Paqueta, un Fèvre, eux vont pouvoir marquer. Donc là, moi, je vois déjà un vrai problème sur l'efficacité offensive. Autre aspect qui m'inquiète un petit peu, et on a pu le voir déjà lors de la préparation, c'est le manque de taille de notre équipe. Alors, c'est bien pour faire du pressing d'avoir des joueurs de petite taille, puisque leur centre de gravité est plus bas que les autres. Mais par contre, sur les coups de pied arrêtés, qu'ils soient offensifs ou défensifs, c'est un vrai souci. Si on se souvient bien, contre Anderlecht, on prend des buts de la tête de la part de nos adversaires, tout simplement parce qu'on est dominé en taille. Donc si on regarde les joueurs titulaires de notre effectif, donc on a Anthony Lopez qui lui-même est un gardien de petite taille, 1m84. Alors Lukeba, 1m84, défense centrale, ça va. Diomandé, Boateng sont grands, mais ils seront sur le banc. Sinon, Thiago Mendes, 1m77. Tagliafico, alors il n'est pas dans le tableau ici, mais 1m75. Malo Gusto, 1m79. Donc déjà, vous voyez que nos défenseurs, hormis Lukeba, qui fait 1m84, qui n'est pas non plus une taille démesurée pour un défenseur central, nos joueurs sont très petits. Au milieu de terrain, c'est pire, puisque Cacré, 1m74, Le Penant, 1m76, Tolisso 1m80, c'est bien, bon, c'est un joueur très puissant, très costaud. El Harouche 1m66, Paqueta, Fèvre 1m81, donc bon, là encore, des joueurs de petite taille. En attaque, Tété 1m75, Lacazette 1m76 et Karl Toko Ekambi 1m85. Alors bon, 1m85 c'est bien. Mais on voit quand même que globalement, on a énormément de joueurs aux alentours d'1m75. Donc moi, j'ai de très très fortes craintes sur notre jeu aérien, qu'il soit offensif ou défensif. Regardez un Moussa Dembélé avec son 1m87, c'est une vraie terreur dans la surface de réparation. Et c'est quelqu'un qui très souvent est allé aider défensivement sur les coups de pied arrêtés pour dégager le ballon. Donc là, j'ai de vraies inquiétudes sur ce sujet. Et je pense que c'est un sujet qui est rarement évoqué quand on parle de l'Olympique Lyonnais version 2022-2023. Les autres points qui constituent aussi des points d'inquiétude pour moi, c'est le poste de latéral droit. Alors, on a bradé Dubois, moins de 3 millions
3 millions si on prend les bonus. Et on se retrouve finalement avec Malo Gusto titulaire et pour le remplacer, Irvine Lomami. Alors moi, Lomami ne m'a pas du tout plu pendant les matchs de préparation. Je pense que c'est vraiment un joueur qui a peut-être un avenir intéressant, mais qui pour le moment n'est absolument pas prêt pour jouer des minutes importantes en Ligue 1. Malo Gusto, sur ces 3 matchs de préparation et sur un certain nombre de matchs la saison dernière, ne m'a pas du tout convaincu. Alors c'est un joueur qui a de la caisse physique, qui peut faire beaucoup d'allers-retours, qui a une vraie envie d'aller de l'avant, mais défensivement, il fait quand même énormément d'erreurs. Et Thiago Mendes, juste à côté de lui, je dois vous avouer que ça ne me rassure pas. Donc ce poste-là m'inquiète, et je trouve que avoir juste Lomami derrière lui, si Gusto est blessé, suspendu, vous rentrez Lomami en titulaire, en Ligue 1, moi ça me paraît très problématique. Autre cas problématique, et là je pense qu'il y a une quasi-unanimité pour le dire chez les supporters de l'OL, c'est Thiago Mendes en défense centrale. Alors ça c'est une lubie de Peter Bosz qui est tombé en pamoison devant Thiago Mendes, on se demande bien pourquoi. Et bon, ce qui est sûr c'est que Thiago Mendes avec sa lenteur est devenu un vrai poids quand il joue en sentinelle ou au milieu de terrain globalement. Mais alors en défense centrale, lors du dernier match, à part des fautes, je ne l'ai pas vu faire grand chose de très positif. On me parle de sa relance, ouais, bon, moi je l'ai vu balancer des longs ballons devant, alors peut-être qu'il y en a un de temps en temps qui passe, mais je dirais pas que sa relance c'est un point très très fort. Et comme je l'expliquais plus tôt, son 1m77 m'inquiète. Donc là, pour moi, la défense centrale et tout ce côté droit de la défense me paraît plutôt faible. Donc ça, c'est un point qui m'inquiète énormément. Je ne reviens pas sur le 4-3-3 et l'absence ici de création et le fait que Lacazette décroche beaucoup. Ce qui fait que je pense que souvent on aura des manques ici dans la surface. Ça ne me gêne pas que Lacazette décroche, mais moi je pense qu'avoir Moussa Dembélé sur le banc, un type qui peut vous mettre entre 20 et 25 buts chaque saison, je trouve ça totalement délirant. Et avoir Paqueta sur le banc m'inspire la même réflexion. Donc voilà, je pense que cette équipe, elle a vraiment des points faibles de ce côté-là, en défense à droite, qu'elle va manquer de créativité au milieu de terrain, et que parfois on aura des problèmes de présence dans la surface adverse. Alors, peut-être que je me mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude, comme on dit, mais en tout cas pour moi ce sont des points extrêmement inquiétants. On va voir ce week-end, donc face notamment à Feyenoord, ce que ça va donner, mais ça ne me plaît pas. Alors, dernière chose qui ne me plaît pas, c'est la manière d'organiser les matchs amicaux. Finalement, vous le savez, avec les 5 changements possibles pendant un match qui est devenu maintenant la règle, en fait, vous ne jouez pas un match à 12 ou 13, mais vous jouez un match à 15 ou 16. Or, Peter Bosz a décidé de scinder vraiment les deux équipes, donc les titulaires et les remplaçants, et finalement, ces joueurs-là ne jouent jamais ensemble. Donc depuis le début de la préparation, on aura eu 5 matchs où par exemple Moussa Dembélé et Alexandre Lacazette n'ont jamais joué ensemble. Donc si vous décidez, parce que votre 4-3-3 ne fonctionne pas, de basculer sur un 4-4-2, comment on fait? Où sont les automatismes? Donc moi, je n'aime pas cette manière de scinder les deux équipes. Faire des déplacements avec 35 joueurs, en faire jouer 17 et 17, je trouve ça complètement débile. Surtout quand il ne vous reste que 2 ou 3 matchs de préparation. Pour moi, ça n'a aucun sens. Vous devez arriver avec certes votre 11 titulaire, mais il faut aussi que ces joueurs-là jouent avec les remplaçants qui vont systématiquement entrer en jeu. Là, Paqueta a joué avec Lacazette une seule fois parce qu'il y avait des absents.
que Tété était absent et donc on a mis Fèvre dans l'aile, donc ça a permis de remettre Paqueta dans le milieu de terrain. Mais d'une part, on constate que ça n'a pas fonctionné et que finalement ces joueurs n'ont aucun automatisme. Donc ça, pour moi, c'est un vrai souci. Et donc j'ai de forts doutes sur les choix qui ont été faits pour cette préparation. Alors, dernier sujet, hier, donc l'Olympique Lyonnais a publié une partie de ses résultats financiers de l'exercice 2021-2022 avec des points positifs, mais qui finalement, je dirais, étaient attendus, puisque effectivement, on pouvait se douter qu'après une année 2020-2021 très marquée par le Covid, il y aurait un rebond forcément en 2021-2022, même si une partie de 2021 où il y a eu encore des jauges de spectateurs, donc effectivement ça a été un problème, le problème de Mediapro et des droits télé. Donc évidemment il fallait s'attendre à un rebond, même si ce rebond reste insuffisant. Donc dans cette publication, donc du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, on se rend compte qu'évidemment, vous voyez, le rebond de la billetterie, il est considérable, puisque on passe d'une billetterie de seulement 2 millions d'euros à 36 millions. Par contre, les droits de télé, malheureusement, ça a baissé. Alors certes, en partie à cause de Mediapro, mais surtout parce que l'année précédente, on a fait la Ligue des Champions avec le Final 8 et en 2021, c'était la Ligue Europa. Donc vous le voyez avec des droits évidemment en baisse. Sur la pub et le partenariat, là, on a une progression de 8%, ce qui est très bien. Les produits de la marque, ce sont ce que vous achetez essentiellement à la boutique. Donc ça aussi, c'est un rebond intéressant. Et les events, donc ça évidemment, une belle progression, puisqu'on est passé de 1 million à 10 millions. Ce qui fait que le produit des activités hors trading sont passés de 118 à 160 millions. Si on rajoute les transferts, donc on est passé de 59 à 92, on arrive à 252 millions. Il est précisé ici qu'avant le Covid, le club était à 309. Donc vous voyez, on a quand même encore 50 millions de delta. Même si, évidemment, il y a un poste qui est extrêmement variable, c'est celui des cessions de joueurs. Alors on pourrait se dire que, voilà, retour aux affaires courantes post-Covid, post-Mediapro, mais en fait, pas tellement, puisque on nous dit ici, alors ce sont les prévisions, mais bon, qui sont, je pense, bien alimentées, que l'OL va revenir à un EBE positif, donc entre 13 et 17 millions par rapport à moins 34 en 2021, et un résultat en amélioration, mais encore déficitaire. Ce qui veut dire que les charges et les dettes font qu'on va passer d'un déficit de 107 millions, donc la saison passée, un déficit encore entre 50 et 60 millions. Donc vous voyez que les résultats entre les produits et les charges restent très très négatifs. 50 millions, c'est-à-dire vous vendez Paqueta, vous effacez simplement le déficit de la saison dernière, donc vous n'êtes même pas en positif. Et en plus, une progression de la dette, puisque la dette était de 300 millions, elle est passée à 330. Ce qui veut dire donc que vous avez un déficit cumulé qui est très important et une dette qui reste très importante. Alors ça m'amène à parler des déclarations de l'OL, notamment sur le mercato, sur l'augmentation de capital, où dans un premier temps, on nous a plus ou moins dit qu'il y aurait une augmentation de capital de 86 millions, bon, qui là, évidemment, va intervenir, mais qu'elle serait dédiée au mercato. Après, on a précisé en disant qu'il y aurait une partie pour le mercato, une partie pour les infrastructures. Et moi, ce que je me dis, c'est qu'à l'heure actuelle, l'OL, donc on approche de la fin du mois de juillet, a dépensé 4 millions, 5 millions pour le Penant, 4 millions pour Tagliafico, donc ça fait 9.
a vendu pour 3 millions avec Léo Dubois, donc a fait une dépense nette de 6 millions. Si Paqueta venait à être vendu, il faut compter, on va dire, une soixantaine de millions de rentrées. Si Dembélé est vendu, vous rajoutez 20 millions. Si Aouar est vendu, vous rajoutez 10-15 millions. Donc des entrées d'environ une centaine de millions d'euros. Donc je ne vois absolument pas, dans ce contexte-là, comment l'OL pourrait dépenser ne serait-ce que 20 ou 30 millions d'augmentation de capital dans les transferts. Donc tout ça, c'est du flanc. Les 80 millions d'augmentation de capital vont servir à terminer le financement de la salle de basket et à combler les trous. Je pense qu'il n'y a pas un euro qui ira dans les transferts. Alors, moi, ça ne me choque pas. Je préfère que notre club soit en bonne santé financière pour le futur plutôt qu'il ne le soit pas. On voit ici quand même qu'il y a des pertes énormes et il y a des dettes très importantes. Qui plus est, il y a des ressources qui vont nous manquer, puisque notre non-qualification pour la Coupe d'Europe fait qu'on va perdre en billetterie, donc quand même 11 millions. On va perdre en droit télé, donc 19 millions. Donc évidemment, les perspectives financières ne s'améliorent pas, et ce qui va permettre de souffler, ça va être encore les ventes de joueurs. Donc à ceux qui pensent que financièrement on est dans une très bonne situation, se mettre le doigt dans l'œil, il va falloir encore se serrer la ceinture pendant quelques années pour éponger notamment les dettes. Alors je sais que certains dans les commentaires vont me reprocher d'être encore dans la critique, etc. Mais cette vidéo est consacrée aux choses qui ne me vont pas. Donc je serais ravi de faire des débriefs de matchs ce week-end en disant que l'OL a été fantastique et que tout cela est très positif. Mais je précise que cette vidéo est focalisée sur les points plutôt problématiques à date, donc au 23 juillet 2022. Voilà, donc on se retrouve pour les débriefs de match ce week-end, donc aujourd'hui et demain. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Je vous dis à bientôt, et notamment cet après-midi pour le débrief du match contre Willem II. Merci et à bientôt.